le ciel au-dessus de l'Afrique du Sud, de l'Italie, du Chili et même de la Barbade ne s'anime pas d'étoiles, mais d'un véritable drame cosmique. La comète interstellaire, 3 Atlas, la 3e visiteuse confirmée venue d'au-delà de notre système solaire, vient de sortir de l'ombre du Soleil, après 40 jours durant lesquels l'éclat solaire l'avait dissimulé au regard des télescopes terrestres. Ce n'est pas qu'un simple retour de l'enfant, prodigue du cosmos. C'est un moment où les astronomes du monde entier ont retenu leur souffle, car le point le plus proche du Soleil a eu lieu le 13 octobre et tous attendaient. Allait-elle se désintégrer, comme la comète précédente, ou tiendrait-elle bon, révélant de nouveaux mystères? Et voilà que de nouvelles images, provenant des télescopes en Italie et en Espagne, tombent en abondance. La comète est intacte. Sa queue s'est allongée jusqu'à 20 millions de kilomètres, et des jets de gaz s'étirent vers le Soleil, comme défiant la gravité. Ce n'est pas la fin de l'histoire, c'est le point culminant où la science rencontre les spéculations et les données, la fantaisie. Au cours des derniers jours, du 10 au 13 novembre, il s'est passé tant de choses qu'il y aurait de quoi s'en faire toute une série de documentaires. Des premières de confirmation visuelle de sa survie jusqu'à l'écho radio, qui réfute les théories du complot, et même au buzz sur les réseaux sociaux, où la comète est tour à tour qualifiée de vaisseau extraterrestre ou de signe avant-coureur de l'apocalypse. Reprenons les choses dans l'ordre, pas à pas, afin de comprendre ce qui s'est précisément passé durant ces jours décisifs. Commençons par le 10 novembre, le jour où la comète a donné signe de vie après un long silence. Ce matin-là, à 4h49, temps universel, coordonnées, UTC, un astronome italien a capturé la première image après le périhélie. Imaginez, une lune presque pleine se couche à l'horizon ouest, à seulement 10 degrés de la cible, tandis que la comète est suspendue à seulement 12 degrés au-dessus du bord et du ciel. Les conditions, un véritable défi. La lumière lunaire gêne, comme une lanterne dans une pièce sombre, et l'horizon est bas, comme si la comète était timide à se montrer. Mais à l'aide de télescopes robotisés, il a pu assembler une série de 18 clichés de 120 secondes chacun. Et le résultat, un chef-d'œuvre. Le cliché révèle un noyau brillant et compact, entouré d'un faible halo nébuleux de gaz et de poussière, ainsi qu'un soupçon de queue ionique, s'étirant loin du Soleil, tel un voile fantomatique. Ce n'est pas qu'une simple photo, c'est une preuve. La comète a survécu à la chaleur du périhélie, où la température à la surface de son noyau aurait pu atteindre 200 degrés Celsius, vaporisant la glace à une vitesse folle. Durant ces semaines, la comète a perdu pas moins de 13% de sa masse. C'est comme si une montagne de cette taille avait fondu en un mois. Mais sa queue n'est pas diffuse, comme celle des comètes ordinaires. Elle est structurée, avec des filaments bleus de monoxyde de carbone ionisé et des ondes de poussière rouge s'entremêlant en spirale. La queue s'accroît grâce à la vaporisation de la glace sous l'effet de la chaleur solaire, ce qui rend la comète plus lumineuse. Actuellement, elle affiche une magnitude 12, visible avec des télescopes de 20 cm d'ouverture. Cet événement a enflammé les forums astronomiques. Les passionnés ont partagé les premières captures d'écran, tandis que les professionnels planifiaient déjà des analyses pour déchiffrer la composition de cet arc-en-ciel cosmique. Mais le 10 novembre n'a pas été qu'un triomphe visuel. Au même moment, en Afrique du Sud, un réseau de 64 antennes continuait de capter les murmures de la comète. Rappelons-nous, le 24 octobre,
Une semaine avant le périhélie, ils avaient enregistré les premiers signaux radio sur les fréquences de 1665 et 1667 MHz, des raies d'hydroxyle, marqueurs de l'eau, se décomposant sous l'ultraviolet du soleil. Et maintenant, le 10 novembre, les données se sont actualisées. Le flux de molécules est monté à 10, puissance 28 par seconde, tel un tuyau d'incendie à plein régime. C'est une émission naturelle, pas un message extraterrestre. La comète fond, perdant de l'eau à un rythme effréné, mais elle tient bon. Ces signaux ne sont pas du bruit. Ils pulsent avec une période correspondant à la rotation du noyau, environ 4 heures. Les signaux sont clairs, sans motif artificiel. C'est le cri de la glace mourante. Mais l'ironie est que sur les réseaux sociaux, les publications concernant des émissions radio extraterrestres cumulent des millions de vues. Un tweet daté du 11 novembre déclare « Et si c'était une entité biologique, des signaux comme un battement de cœur ». Et en 24 heures, il a obtenu 200 000 j'aime. Pourtant, ce sont des raies OH, un classique de l'activité cométaire, mesurée depuis des décennies. Ces derniers jours ont été une bataille entre les données et les mythes, où la science l'emporte, mais où le buzz ne s'éteint pas. Passons au 11 novembre, le jour que les astronomes qualifieront de retour du héros. Ce matin-là, à 4h31, native temps universel coordonné, l'astronome était de nouveau à son poste. Les conditions étaient meilleures. La Lune, éclairée à 61%, se trouvait à 70 degrés de la comète. L'horizon était à 14 degrés. Une série de 18 clichés de 120 secondes a livré une information explosive. La queue ionique était désormais clairement visible. Elle s'était allongée de 0,7 degrés angulaires. Ce sont des millions de kilomètres à l'échelle réelle. Le gaz bleu domine, la poussière ajoute des accents rouges. Et la structure est une spirale, comme l'ADN. La queue ionique s'allonge. La chaleur solaire provoque la vaporisation. Les gaz sont ionisés et emportés par le vent solaire. Ce n'est pas qu'une simple queue, c'est une dynamique. Un jet de gaz dirigé vers le Soleil, mesurant jusqu'à 3 millions de kilomètres de long, indique une vaporisation asymétrique. Le noyau pourrait tourner de manière irrégulière. C'est surprenant pour une comète naturelle. De grands jets, mais un corps unifié, sans fragmentation. Un télescope en Espagne s'est connecté, enregistrant 7 jets de gaz d'une symétrie quasi parfaite avec 84% de correspondance. Une rareté, comme si la comète expirait de manière horlogère. La rare visiteuse interstellaire serait de retour le 11 novembre dans le ciel oriental de l'Aube. Le télescope est indispensable. Les passionnés de l'hémisphère nord, de l'Arizona à l'Europe, partagent des photos. Dans la constellation de la Vierge, bas sur l'horizon. La luminosité est de magnitude 12, mais sa queue est comme un fantôme. Le hashtag de la comète explose. Des publications sur le lien avec l'activité solaire récoltent des milliers de vues. La comète et les taches solaires sont alignées. Des éruptions sont à venir, mais la tempête issue des trous coronaux ne provient pas de la comète. Le 12 novembre a marqué un pic d'activité. Le matin a apporté des données du télescope spatial. La spectroscopie ultraviolette a confirmé le rapport soufre-oxygène. Une anomalie typique des zones externes de systèmes étrangers. Le halo nébuleux est rougeâtre, la poussière était grossière, de plusieurs micromètres de rayon, semblable à de sombres astéroïdes. Les clichés montrent un jet dirigé vers le Soleil, sur 0,5 millions de kilomètres. Cela a provoqué une vague de titres, « Conspiration extraterrestre ». Mais la comète n'a pas explosé, elle est normale.
et intacte. 2 sondes ont traversé sa queue. L'une a enregistré du plasma, l'autre a apporté un contexte supplémentaire. À la Barbade, des amateurs ont capturé des jets massifs, tels des échappements. La publication a récolté 500 j'aime. Les données radio se sont actualisées. Les pics ont doublé, confirmant une perte de masse allant jusqu'à 20%. La comète crie par ondes radio. Dès l'aube, la carte est mise à jour. La comète est en vierge. Un champ de vision de 50 par 30 degrés, une luminosité de 12,0. Une série de clichés provenant du télescope en Arizona révèle une queue de 20 millions de kilomètres, une croissance de 5% en 24 heures. La queue de la comète s'allonge. Une nouvelle image montre que la queue ionique s'est étirée. L'évaporation est à son apogée, avec 7 jets. Une symétrie choquante pour une comète naturelle. Les publications démystifient les légendes. Non, ce n'est ni un vaisseau, ni du gaz, ni de la poussière. Son passage le plus proche de la Terre aura lieu le 19 décembre, à 270 millions de kilomètres. C'est sans danger. C'est le jour où le puzzle s'assemble. La comète est vivante, active, et nous raconte une histoire. Maintenant, penchons-nous sur les détails de ces jours pour saisir l'ampleur de l'événement. Le 10 novembre, en plus de l'Italie, le télescope en Arizona s'est connecté. L'un des plus puissants pour les horizons bas, a capté la comète au crépuscule. La première observation optique après le périhélie. Une source compacte, sans queue, mais avec une suggestion d'auréole, c'est important. Sans queue le 5 novembre. Et maintenant, la croissance. Pourquoi cette évaporation? La glace de monoxyde de carbone et d'eau s'évapore. Les gaz s'ionisent et le vent solaire les emporte. La queue n'est pas seulement de la poussière, c'est du plasma réagissant au champ magnétique du Soleil. Le 11, en Espagne, on ajoute un champ de 0,5 millions de kilomètres. Un jet dirigé vers le Soleil est un vecteur négatif. Plus de 13% de la masse a été perdue, mais le corps est intact avec une stabilité inhabituelle. Le 12, le télescope spatial. L'ultraviolet révèle des oxydes de soufre, un marqueur de la zone externe. Le 13, elle est revenue à la mi-novembre, basse à l'horizon. Ce n'est pas une image statique, c'est une évolution de la discrétion à l'éclat. Mais ces derniers jours, ce n'est pas seulement l'optique. La radio. Du 10 au 13, des pics sont enregistrés. 2 sont clairs. De l'eau, comme un tuyau d'arrosage. 10 puissance 28 molécules. Cela réfute les mythes, pas de séquence, seulement des lignes naturelles. Les publications évoquent une bioessence, mais les faits l'emportent. Le 12, une sonde européenne a traversé la queue, fournissant des données sur le plasma. Le 13, observation depuis Jupiter. C'est une course interplanétaire. L'aspect social. Depuis le 10, le hashtag est en vogue. Premier signal radio. De l'eau. Pas d'extraterrestres. Des influences sur le Soleil. Et des tremblements de terre. Une condition ovni. Mais non. Une comète normale. Le battage médiatique. Un carburant pour la science. Visuellement, une queue de 20 millions de kilomètres, en spirale. Un noyau d'1,2 km, une vitesse de 30 km par seconde. Le passage le plus proche de la Terre, le 19 décembre, à 270 millions de kilomètres. Ces jours sont un triomphe. La comète est revenue, vivante, en constante évolution. La comète, 3 atlas, ne fait pas que passer. Elle est une lettre vivante, venue d'un autre système stellaire, écrite dans le langage de la chimie, de la physique et du temps. Chacune de ces émissions, chaque rejet gazeux, chaque grain de poussière
est une ligne dans le récit de la naissance des mondes, au-delà de notre Soleil. Au cours des derniers mois, en particulier de juillet à novembre 2025, nous avons décrypté des milliers de ces lignes, et voici ce qu'elle nous dit, non pas avec des mots, mais avec des faits, mesurés avec une précision allant jusqu'à des millionièmes. Premièrement, elle est née dans l'obscurité froide d'un système étranger. L'analyse spectrale, menée par le télescope spatial et les observatoires terrestres au Chili et à Hawaï, a révélé une teneur anormalement élevée en monoxyde de carbone, CO, et en azote moléculaire, N2, dans la composition de la comète. Dans les comètes ordinaires de notre système solaire, le rapport de CO à l'eau est de 1 à 10, parfois de 1 à 20. Pour la 3 Atlas, il est de 1 à 5, et à certains moments, même de 1 à 3. Cela signifie qu'elle s'est formée à des températures inférieures à moins 220 degrés Celsius, dans une zone où l'eau était gelée depuis longtemps, mais où le monoxyde de carbone et l'azote pouvaient encore se condenser. De telles conditions n'existent qu'aux confins les plus lointains des systèmes stellaires, dans des analogues de notre nuage de Oort, mais autour d'une autre étoile. Il s'agissait peut-être d'une étoile naine rouge, comme Proxima du Centaure, ou même d'une naine jaune, semblable à notre Soleil, mais dans sa jeunesse. C'est la première découverte concernant la 3 Atlas. Ce n'est pas seulement une boule de glace, c'est un fragment gelé d'une nébuleuse protoplanétaire, étrangère, ayant conservé la chimie des 100 premiers millions d'années de la vie d'une autre étoile. Deuxièmement, elle porte la recette de la genèse de la vie. En juillet 2025, lorsque la comète est entrée dans le champ de vision, la spectroscopie a révélé la présence de cyanure d'hydrogène, HCN, et de formaldéhyde, H2SO, en quantité 10 fois supérieure à la moyenne des comètes du système solaire. Ce n'est pas un hasard. Ces molécules sont des précurseurs d'acides aminés. Lors d'expériences en laboratoire sur Terre, lorsque ces gaz sont irradiés par des ultraviolets ou traversent du plasma, ils se transforment en glycine, alanine, sérine, les plus simples des blocs de construction des protéines. La 3 Atlas démontre. La chimie de la vie ne commence pas sur les planètes, mais dans les comètes interstellaires. Elle aurait pu devenir une machine à semer la vie si elle était tombée sur une jeune Terre il y a 4 milliards d'années. Ce n'est pas de la science-fiction, ce sont des données. Les astrobiologistes de la NASA modélisent déjà la situation. Si une seule de ces comètes s'écrase dans un océan de la taille de Mars, la concentration de matière organique est multipliée par 1000. C'est la deuxième découverte. Les comètes ne sont pas de simples blocs de glace. Ce sont des usines cosmiques de vie. Troisièmement, son noyau n'est pas une roche, mais une boule de neige poreuse. Les observations radar de Sarisiba et Goldstone en août 2025 ont révélé une densité du noyau de 0,3 g par centimètre cube. C'est 2 fois moins dense que l'eau et 5 fois moins que les comètes ordinaires de type Halley. Cela signifie que le noyau est une structure poreuse, comme une mousse gelée avec des vides pouvant atteindre 80% du volume. À l'intérieur, ce n'est pas de la glace monolithique, mais des milliards de cavités microscopiques remplies de monoxyde de carbone, d'azote et de méthane. Lorsque la comète s'est approchée du Soleil, ces cavités ont commencé à exploser, comme du pop-corn. C'est pourquoi nous voyons 7 jets gazeux distincts, jaillissant du noyau avec une symétrie presque parfaite. Ce n'est pas le chaos, c'est une dégazéification explosive. Chaque jet est un mini-volcan, éjectant du gaz à une vitesse de 300 mètres par seconde. C'est la 3e découverte. Les comètes interstellaires ne sont pas denses, mais fragiles, comme un biscuit cosmique.
et leur activité n'est pas une évaporation progressive, mais une série de micro-explosions. Quatrièmement, elles changent de couleur, et ce n'est pas de la magie. En juillet, la comète était rougeâtre, reflétant la lumière sur des longueurs d'onde de 600 à 700 nanomètres. En novembre, elle est devenue bleutée. Le pic de réflexion s'est décalé vers 450 nanomètres. Ce n'est pas de la poussière, c'est du gaz. Lorsque l'eau et le monoxyde de carbone s'évaporent, ils sont ionisés par le vent solaire et commencent à briller dans l'ultraviolet et le spectre bleu. C'est ce qu'on appelle la queue de plasma. Elle s'étend sur 20 millions de kilomètres, soit 100 fois plus que la distance de la Terre à la Lune. C'est la quatrième découverte. Les comètes interstellaires sont dominées par le gaz plutôt que par la poussière, contrairement aux nôtres. Cela indique que leurs systèmes d'origine ont connu moins de collisions, moins de poussière et plus de glace pure. Cinquièmement, elles perdent de la masse et c'est sidérant. Selon les estimations, de juillet à novembre, la comète a perdu entre 13 et 20% de sa masse. Cela équivaut à 10 puissance 27 kg. Comme si l'île entière de Manhattan s'était évaporée en 4 mois, mais son noyau ne s'est pas désintégré. Pourquoi? Parce que l'évaporation se fait par couches. La couche externe est composée de monoxyde de carbone et d'azote, qui se subliment à moins 190 degrés Celsius. En dessous se trouve la glace d'eau, qui ne s'active que plus près du Soleil. C'est comme un oignon. Chaque couche protège la suivante. C'est la cinquième découverte. Les comètes peuvent être multicouches comme les planètes, ce qui leur permet de survivre à proximité des étoiles. Sixièmement, elle chante à la radio, et c'est sa voix. Le 24 octobre, le réseau Meerkat a capté des signaux aux fréquences de 1665 et 1667 MHz. Ce sont les raies d'hydroxyle OH, un produit de la décomposition de l'eau. Un flux de 10 puissance 8 molécules par seconde. Ce n'est pas un hasard, c'est le cri radio de la comète. Lorsque l'eau se décompose, l'OH émet sur ces fréquences comme un phare. C'est la sixième découverte. Les comètes interstellaires peuvent être entendues, et leur voix est une preuve directe de la présence d'eau. Cela réfute tous les mythes sur les signaux de Fibonacci. Il n'y a pas de séquence, seulement de la pure physique. Septièmement, elle accélère sans moteur. Les observations montrent que la comète se déplace plus vite qu'elle ne le devrait, sous l'effet de la gravité solaire. Une différence de 0,1 mètre par seconde au carré. Ce n'est pas une accélération gravitationnelle, mais une poussée réactive causée par les jets de gaz. C'est comme si la comète volait grâce à un mini-moteur alimenté par la glace en évaporation. C'est la septième découverte. Les comètes sont des vaisseaux spatiaux naturels et leur trajectoire est modifiée non seulement par la gravité, mais aussi par leur propre activité. Huitièmement, elle laisse une trace et nous la captons. 2 sondes, une européenne et une américaine, ont traversé sa queue en novembre. Elles ont détecté des ions de carbone, d'azote et d'oxygène à des concentrations 100 fois supérieures au niveau de fond. Cela signifie que la comète ensemence l'espace interplanétaire en matière organique. C'est la 8e découverte. Les comètes interstellaires sont des vecteurs de chimie et leurs queues peuvent influencer les atmosphères planétaires. 9e, elle n'est pas seule. Une comparaison avec la comète Deuil-Borisov et la comète quasi-interstellaire C 2025 F5 feuillet montre que les comètes interstellaires ne sont pas rares. Leurs orbites sont hyperboliques.
Leur vitesse à l'infini est comprise entre 5 et 30 km par seconde. Cela signifie qu'il y a des milliards de ces objets dans la galaxie et qu'ils traversent constamment les systèmes. C'est la 9e découverte. Nous vivons dans un flux de visiteurs interstellaires. Et 3i, Atlas, n'est que l'un d'entre eux. 10e. Elle partira pour toujours, mais laissera des données. D'ici décembre 2025, la comète s'estompera jusqu'à la 14e magnitude et s'envolera dans l'espace interstellaire à une vitesse de 30 km par seconde. Elle ne reviendra jamais, mais les données, les spectres, les signaux radio et les images resteront. C'est la 10e découverte. Chaque comète de ce type est une archive unique. Et 3i, Atlas, nous a déjà appris plus que toutes les précédentes réunies. En résumé, que nous dit-elle? Elle dit « Je suis née dans le froid d'une étoile lointaine, je porte les germes de la vie, je suis poreuse, multicouche, vivante. Je change de couleur, je chante à la radio, je voyage grâce à mes propres émanations. Je laisse une trace. Je ne suis pas seule, et je m'en irai. Mais vous vous souviendrez de moi. Ce n'est pas de la poésie, c'est de la science, et elle ne fait que commencer.